Bienvenue dans Le Grand Tournant, la nouvelle émission livre et lecture du magazine Nexus, une émission d'idées, de papier, d'espace et de partage. Ce nouveau rendez-vous mensuel, entre les lignes et derrière les mots, cherche à vous présenter nos coups de cœur, bien sûr, des ouvrages qui nourrissent une nouvelle relation au monde, mais aussi des auteurs et des maisons d'édition qui participent à leur échelle au Grand Tournant, cette nouvelle ligne narrative d'éveil et de conscience, la grande histoire commune qu'il nous semble indispensable de cultiver. Au sommaire de cette troisième édition, les coups de cœur lecture de la rédaction, avec Cécile, Romain et votre serviteur, un grand entretien avec l'auteur et journaliste Éric de Kermel pour cette fragile beauté du monde, rencontre également avec les éditions Amanuensis, H et l'Étoile flamboyante, sans oublier la libre chronique légendaire de Patrick Fischmann, et puis la Minute UFO, le grand tournant, c'est maintenant. Bonjour Cécile, bonjour Romain. Bonjour Maxence. Salut Charles-Maxence. Salut, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Grand Tournant, la mensuelle livre et lecture de Nexus. Cécile, tu souhaites revenir, je crois, sur cet ouvrage de Jean-Michel Jacquemin-Raffestin que tu as lu pour nous, que tu as chroniqué dans un numéro de Nexus également, qui s'appelle Climarnac, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Alors, pour quelle raison, s'il te plaît? Alors, j'ai choisi ce livre de Climarnac parce que c'est vraiment un regard inédit et je dirais presque essentiel sur toutes les questions qu'on se pose sur le dérèglement climatique. Il y a eu beaucoup de livres, mais lui, il fait une synthèse et son originalité, c'est de repartir vraiment sur la source du climat, c'est-à-dire de la planète. La planète Terre a son climat qui lui est propre, indépendamment des hommes. Elle existait avant que nous, on soit sur cette planète. Et donc là, il va détailler tout ce qui est l'histoire, l'évolution du climat. Et ce qui est intéressant, bon, il explique qu'il y a eu toujours des grands dérèglements climatiques. On a eu des glaciations, on a eu des désertifications, des éruptions volcaniques. La planète, c'est un être vivant qui a donc des cycles et qui est toujours en mouvement. Et il y a un aspect dont il parle, dont on fait peu cas dans les médias, c'est l'activité solaire. Justement, il parle beaucoup de l'activité solaire et il resitue aussi la planète au niveau de tout le système solaire. En fait, on se rend compte qu'actuellement, tout le système solaire est en train de se réchauffer. Et ce qui est très intéressant de s'attarder sur le Soleil, c'est que en fait, bon, le Soleil, c'est pas un point fixe avec des planètes qui tournent autour. En fait, il a aussi un mouvement en spirale, il est mouvant. Et c'est la NASA qui dit clairement que le changement climatique est dû aussi à la modification de l'orbite solaire. C'est-à-dire la façon dont le Soleil oscille sur lui-même et ou la façon dont le Soleil se déplace dans sa propre galaxie. Oui, et la façon dont la Terre, ça ne tourne pas en rond, c'est une ellipse. Donc, par moment, elle se rapproche de la Terre et par moment, elle s'éloigne. Et là, on est dans un moment où elle se rapproche. Donc, d'où le réchauffement climatique, sachant aussi que le Soleil est en train de se réchauffer. On voit bien les éruptions solaires. Donc, forcément, en se rapprochant d'un Soleil qui est plus fort, on a un réchauffement climatique. D'accord. Déjà, là, donc, pour reformuler ou comprendre ce que tu nous partages, c'est que cet ouvrage, à la fois revient sur des notions de paléoclimat, c'est-à-dire l'histoire climatique de la planète Terre, y compris dans des époques et des millions d'années où les êtres humains n'étaient pas encore trop là, il y avait au mieux quelques bactéries qui traînaient à droite et à gauche. Et puis, simultanément, il y a des considérations qu'on peut appeler la météo spatiale, ou en tout cas qui est liée à l'héliocyclicité, à l'activité du Soleil. Et comment ça s'appelle la météo du système solaire ou la météo de l'endroit où on est? Il y a un nom par rapport à ça? Je sais qu'on parle de l'astrobiologie, par exemple, quand il est question de comment les étoiles peuvent influencer la vie dans l'espace. Est-ce qu'il y a un nom pour le climat influencé dans l'espace par les étoiles? Je ne l'ai pas à l'esprit, là, pour le moment. Je ne saurais pas te dire. D'accord. Mais c'est intéressant parce qu'il parle de Mars qui se réchauffe 4 fois plus vite qu'avant. Enfin, vraiment, on resitue notre planète et donc notre climat en fonction de tout ce système.
Et ce qui est très intéressant, une fois qu'il a fait l'histoire, l'évolution, de revenir sur le CO2. Pourquoi le CO2, il est devenu l'ennemi public numéro un, d'un seul coup? Alors que le CO2, c'est la vie. C'est-à-dire qu'on sait que les arbres donnent du CO2 et ils expliquent bien que s'il n'y avait pas de CO2, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de vie. Donc, le CO2 aussi, c'est une petite proportion de l'atmosphère. C'est pas phénoménal. Et même s'il y a des montées de CO2, c'est pas ça qui provoque le réchauffement climatique. Oui, ben, c'est C'est, vrai que donc on a quand même d'autres écoles de pensée par rapport à ça, puisqu'on peut tout à fait envisager que le CO2 puisse être un catalyseur, c'est-à-dire que des quantités peuvent être infimes, mais pour autant, ces variations d'équilibre, hein, ces variations de concentration, même si elles sont très faibles d'un point de vue quantitatif, fabriquent des ruptures d'équilibre au niveau des systèmes chaotiques ou des systèmes dynamiques. En tout bien cas, c'est ce sûr. que certains peuvent avancer. Et là, pourquoi pour lui, il y a arnaque? Puisque c'est ça qui est mis en Alors, avant dans le il y bouquin. a arnaque parce que d'un seul coup, c'est le GIEC, donc le groupement international GIEC de l'évolution du climat, donc avec ces soi-disant chercheurs, parce qu'on se rend compte que c'est pas beaucoup de chercheurs, c'est plutôt des politiques qui mènent le GIEC actuellement. Euh, Eux, ils ont fait une étude à partir de 1950 jusqu'à nos jours et ils ont vu une évolution. Donc, ils ont dit, ben voilà, et ils ont décrété que l'origine était anthropique, que ça venait des humains, le réchauffement climatique. Alors que s'ils étaient allés plus loin, ils se seraient bien rendus compte que cette évolution, elle n'était pas liée à l'activité Oui, humaine. c'est-à-dire qu'on a des courbes de montée de température qu'on a pu identifier par le passé, notamment à travers les carottes glaciaires ou à travers d'autres types de Voilà, marqueurs voilà. géologiques. Ouais. Et vraiment, moi, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'il est vraiment très bien documenté. On a des sources. C'est pas des choses qui sont dites comme ça. Moi, je trouve que ce que j'aime bien chez Jean-Michel Jacquemin-Rafestin, c'est que ce qu'il dit, c'est du solide, quoi. Et à notre Euh, euh, époque, c'est important. Ouais, merci tout Cécile. petit, Vas-y Romain, tu vas ajouter quelque chose? tout petit bémol là-dessus, puisque c'est un auteur qu'on a reçu 2 fois dans les Nexus refait l'actu 58 et 61, que j'avais invité déjà pour parler de ce livre-là. Donc vous pouvez, si vous voulez approfondir ce livre, vous pouvez les retrouver dans la section en direct de Nexus sur la chaîne YouTube. Et on avait eu un débat très intéressant, puisqu'on est d'accord sur cette partie, la partie arnaque politique de ces discours médiatiques, discours politiques, manipulation aussi de la science, sont très visibles, comme tu l'as bien décrit. Mais attention à ne pas tomber dans une radicalité, un extrême. On a débattu, lui et moi, et visiblement, il était finalement, il évitait la question où on dirait qu'il invisibilise des fois la pollution. Je lui ai dit en face dans Oui. les trucs, parce qu'il y a une pollution, il y a un problème écologique. Moi, j'ai une très grande sensibilité écologique, environnementale en général, et il y a des problèmes qui sont créés par les industries. Donc, n'allons pas parce qu'on est rebelle contre le discours du gouvernement, n'allons pas dire que tout va bien au niveau politique, au niveau écologique, pardon. Et donc voilà. Donc c'est allez retrouver si vous voulez revoir ce débat. On va pas le refaire ici, mais voilà. C'est un Mais livre qui secoue les idées dans tous les cas. voilà. Je suis entièrement d'accord avec ça. Justement, je voulais prévenir aussi que c'est pas parce que on montre que le CO2 n'est pas la cause essentielle qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il faut commencer à prendre l'avion. Et ça, je tenais beaucoup à le dire parce que il y a cette tendance aussi à se déresponsabiliser, se déculpabiliser. Non, la planète, elle a besoin aussi qu'on prenne soin d'elle et qu'on soit cohérent avec nos actions, quoi. Et ça, je voulais Super. vraiment le dire. Je pensais le dire après, mais c'est bien de le rappeler. Merci Cécile. On reviendra à toi juste après, mais j'aimerais entendre Romain d'abord, et après on reviendra à toi par rapport à d'autres aspects que tu voulais souligner. Romain, tu souhaitais, je crois, cette fois mettre en avant un livre un peu étrange d'un dénommé, je suis pas certain de son nom, de son orthographe, mais d'un dénommé Osho, mais qui semble complètement et terriblement d'actualité, et ça n'a rien à voir avec le climat. Ça n'a rien à voir avec le climat. Donc effectivement, dans tes 2 premières chroniques que tu nous as laissé faire avec Estelle, dans les 2 premiers épisodes de cette super émission que tu as montée, on est allé voir les anciens classiques pour nous aider à comprendre avec clarté le monde, la civilisation, la société dans laquelle on est, pour comprendre les tenants et les aboutissants. Dans la deuxième vidéo, on est allé voir comment le monde du travail et de la politique en même temps nous amène vers finalement des comportements pervers en général et surtout nos dominants, surtout les personnes qui sont en position de pouvoir. Et là, dans le 3e épisode, je voulais quelque chose pour qu'on ait
un éventail complet finalement de l'être humain, qu'on aille un petit peu sur le côté spirituel. Puisque dans notre société, depuis que Dieu est mort avec Nietzsche, on a complètement oublié le spirituel. On a peur, et surtout les commerçants qui ont pris le pouvoir, les commerçants qui ont pris le pouvoir financier et donc médiatique derrière, omettent totalement de parler de spiritualité. On met ça sous la religion, il n'y a que la religion, etc. Non, non, non. La spiritualité, c'est tout ce qui nous permet de comprendre comment fonctionne l'être humain, notamment dans la civilisation, dans la nature aussi. Et donc aujourd'hui, je voulais effectivement, comme tu as dit, alors là, tu voulais qu'on mette les livres, donc voilà, là j'ai le livre sous la main, avec Osho, Méditation, apaiser l'esprit. Pour nous, dans le monde, dans la France du 21e siècle, c'est quelque chose de particulier de parler de méditation. Pourtant, on a eu des grands auteurs qui en ont parlé dans le passé. Aujourd'hui, nous à Nexus, là, on parle beaucoup, à juste titre, parce que on est nous-mêmes des rebelles, on est des sortes de pirates, comme on se considère avec Marc Daoud, le directeur de publication. Moi, je me considère comme ça, pirate dans le sens où on bouscule les codes, tout comme le livre de Jean-Michel Jacquemin dont vient de parler Cécile. On bouscule les codes. Et donc, quand on fait ça, quand on parle de cette perversité, quand on parle des problèmes de société, on parle de choses qui, finalement, nous mettent en insécurité les êtres humains. On est beaucoup chamboulé émotionnellement. On est beaucoup en crise. On a vu la crise des gilets jaunes, on a vu la crise sanitaire. On a besoin de retrouver de la paix. C'est là où beaucoup de personnes, beaucoup de rebelles pensent, à un juste titre selon moi, qu'il faut rester dans l'indignation tout le temps pour pouvoir changer le monde. C'est faux. Enfin, selon moi. Selon moi, il faut retrouver de la paix pour qu'on puisse l'impulser demain. Pour qu'on puisse stimuler la paix demain, il faut déjà qu'on l'incarne en nous-mêmes. Et pour cela, peu importe que vous lisiez Osho ou un autre auteur spirituel, moi j'en aime beaucoup, il y a Krishnamurti, Eckhart Tolle dans le monde occidental, retrouvez ces auteurs-là, ne lisez pas que de la géopolitique, lisez aussi des auteurs qui peuvent vous amener à trouver une paix intérieure. Et je finis juste très rapidement, là j'ai pris un auteur subversif, comme tu l'avais dit dans la précédente émission qui était diffusée il y a un mois. Osho, c'est un spirituel très particulier, puisqu'il a fait il aimait provoquer, parce que, comme il le disait lui-même, il faut provoquer pour pouvoir être écouté. C'est un peu le malheur médiatique du monde actuel. Oui, c'est la société du spectacle, y compris dans le spirituel. Eh oui, tu fais bien de le dire comme ça, t'as tout résumé. Maintenant, il est très intéressant parce qu'il y a eu aussi des gros débordements dans l'Oregon, a priori. J'ai pas tout enquêté complètement sur ce qui s'est passé là-bas. Il y a une série documentaire assez incroyable hein, sur Netflix qui relate cette aventure et c'est ce qui s'appelle le ranch. Et j'ai même des personnes qui étaient présentes au ranch qui ont grandi là-bas et qui m'ont raconté les coulisses et le vécu de cette ville sortie du désert, du sable, d'une zone rurale qui a été construite en 5 ans et qui devait accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ils ont même créé un aéroport privé hein, sur le site et ils voulaient racheter toute la zone. Et donc évidemment, ça a castagné avec les Américains locaux qui ont commencé à sortir les armes. Ouais, très intéressant. Alors, on n'aura pas le temps dans cette petite chronique de faire tout un résumé, mais si je dois résumer pourquoi j'ai choisi de prendre Osho, malgré qu'il soit controversé, comme tu dis, c'est que finalement, son livre, et j'ai relu quelques passages tout à l'heure pour être sûr que j'allais pas non plus mettre des trucs trop grandiloquents qui allaient perdre les gens. Non, parce que dedans, c'est vraiment des bonnes clés pour arriver vraiment à méditer. Méditer, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment arriver à sortir du mental, se poser et ne plus avoir le mental qui tourne. Et nous, dans nos métiers intellectuels, comme ce qu'on fait, Charles Maxence... Au sens, la petite roue avec le hamster qui tourne, hein, c'est dans ce sens-là. Voilà. Exactement, où on est tout le temps là, on est tout le temps, oh purée, la politique, comment ça se passe? Et puis, oh, je dois faire les courses, oh là là là, c'est tout le temps comme ça. Et donc, il faut apprendre à, pas à contrôler son mental, mais justement à aller avec la fluidité de ce qu'il est. Et donc, il vous apprend à méditer et peu importe comment vous apprenez à trouver l'ampère intérieur, ce que j'ai envie de dire dans cette chronique, c'est lisez aussi des éléments qui vous permettent de trouver ce calme intérieur. Désolé, j'étais encore trop long. Merci Romain, merci de ce partage en tout cas qui venait du fond de ton expérience personnelle et donc on a hâte de découvrir le prochain épisode de tes recommandations lors de la prochaine émission en avril. Avec grand plaisir, merci à toi là-dessus. Cécile, je reviens à toi et puis donc au point que tu voulais souligner, je crois, sur les plateformes en ligne pour accéder aux livres. Alors, moi, j'ai quand même quelque chose d'important à ajouter, Climarnac, c'est que la moitié du livre est quand même sur la voiture électrique. Parce que justement, on est arrivé donc là au tout électrique pour soi-disant être écolo. Et c'est une catastrophe écologique.
Et c'est très bien expliqué, vraiment très bien expliqué. Et moi qui avais des informations, là, on a une synthèse et on a une vision globale de tous les incidences et les problèmes de l'électrique. Alors, je vais en citer juste quelques-uns parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais bon. Donc, il y a d'abord les minerais, l'extraction des minerais, ça c'est énorme. Là, je vais donner juste un chiffre qui est très parlant. C'est qu'il faut pour une borne de recharge, il faut 100 kilos de cuivre. D'ici 2030, il faut 200 000 à 350 000 bornes en plus pour le parc automobile. C'est ingérable, c'est impossible. Et il y a un effet, il y a une information aussi qui pour moi est capitale, c'est que les mines de minerais sont exploitées par exemple au Gabon ou au Congo par les enfants. Les mines de cobalt. 40 000 enfants. On se retrouve avec les mêmes, c'est pas simplement des effets pervers, on se retrouve avec les mêmes aberrations sociales et humaines qu'avec le téléphone mobile, quoi. Avec exactement. Donc des êtres humains qui se retrouvent avec la Kalachnikov sur la tempe pour aller chercher les terres rares ou les métaux précieux dont on a tant besoin pour notre électronique embarquée. Voilà. Et là, ils font aussi dans les déserts, alors en Bolivie, en Argentine, au Chili, il y a des déserts salés. Et en fait, le lithium, bon, pour les batteries, il est là. Et il est dans les nappes phréatiques. Donc, il y a une saumure. Ils vont extraire cette saumure et ils vont extraire le lithium par des acides pour avoir le lithium. Et après, ça repart dans les nappes phréatiques. Oui, ça fait penser aux pollutions type gaz de schiste, aux pollutions des nappes phréatiques de l'eau, comme celles qui ont été dénoncées dans les gaz de schiste et dans les films, notamment de réalisateurs américains indépendants qui montraient les flammes qui sortaient des robinetteries, quoi. Exactement. Et on a un peu oublié ça, on n'en parle pas, c'est sous couvert. Et moi, enfin, la première citation du livre, vraiment, c'est de Bernard Weber. L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Et c'est ça que j'ai trouvé génial dans ce livre, c'est que ça donne à réfléchir. Merci. Soyons précis sur complètement romain pour ça. Soyons précis sur les termes. Les médias traditionnels n'en parlent pas. Les médias alternatifs, il y en a pas mal qui en parlent. Mais c'est même sur les médias. Un magazine comme Silence ou les gazettes propres aux associations, y compris celles des droits humains, montent au créneau. On a reçu au Parlement européen, lorsque je travaillais là-bas, des associations qui venaient tirer la sonnette d'alarme là-dessus et qui arrivaient avec des faits et qui, du coup, cherchent à faire du lobbying, cherchent à avoir de l'influence pour lever le niveau d'indignation au niveau des élus. Mais évidemment, si ça commence à venir un peu trop torpiller le libre-échange et puis le business dérégulé, le omnibus par exemple, et bon, évidemment, ça, on regarde ailleurs, quoi. Voilà. Et ça, si tu veux, comme tu parlais d'arnaque tout à l'heure au niveau de médiatique et politique, ça c'était magnifique puisque justement, les enfants qui meurent dans les mines au Congo dont tu viens de parler, où justement, depuis 1 an, on vient enfin de commencer à tirer la sonnette d'alarme parce que le Rwanda, ça fait longtemps qu'ils font des exactions là-bas. Charles Onana, ça c'est un bon livre qu'on pourrait amener, parle de plusieurs millions de personnes qui sont persécutées, violées, massacrées dans les villages à l'est du Congo. Et on a vu justement ces milices issues du Rwanda venir mettre la main sur ces mines-là. Et là où il y a l'arnaque médiatique incroyable, c'est que pendant des années, déjà, tout le monde mettait la pression sur Charles Onana quand il parlait de ça, qui est un auteur français, et camerounais, mais qui s'intéresse au Grand Lac et qui, du coup, écrivait là-dessus. Et les médias n'arrêtaient pas de dire « Non, c'est faux, il n'y a pas d'enfants, ça n'a pas été prouvé que des enfants meurent dans les mines de coltan et cobalt. » Ok ? Là, l'ONU vient depuis fin 2024 de commencer vraiment à dire « Ah si, il y a des enfants partout qui meurent là-bas, on le sait. » Donc, arrête, voilà, ça c'est un exemple parfait de ces... Enfin, faut en rire. J'essaye d'en rire, mais c'est horrible, mais tu peux pas, quoi. Cécile, je pense le point que tu voulais souligner, on pourra peut-être en parler lors d'une prochaine édition, parce que là on a le temps qui tourne et je vais rapidement vous présenter mes ouvrages. Ma sélection de ce mois-ci est marquée par la Journée mondiale de la femme, le 8 mars dernier, et par la Journée mondiale de l'eau, qui sera demain, le 22 mars. J'aimerais vous présenter tout d'abord Sensible par nature, un livre sur la vie invisible des plantes révélée par les sciences. Ce guide paru chez Ulmer, signé du duo Delphine Arbelé-Bonin et
Lucia Sylvain Bonfanti, 2 scientifiques et spécialistes des plantes, co-créatrices du podcast Ne restez pas plantés là, nous offre un tour d'horizon étonnamment complet, à jour et illustré de très nombreuses infographies pédagogiques de nos dernières découvertes sur les plantes, des tomates au maïs, aux peupliers, aux tourbières, aux fleurs, aux fruits, au fil d'expériences étonnantes et insolites, sensibles par nature, installent l'évidence que les plantes sont bien des êtres actifs, évolués et sensibles, c'est démontré. Un autre ouvrage dont j'aimerais vous parler maintenant, Élise sur les chemins. Alors ça, c'est le coup de cœur esthétique, littérature de cette sélection. Un roman en vers libre, librement inspiré de chapitres de la vie du géographe et anarchiste français, Élisée Reclus. En vers libre, c'est-à-dire en rime. Vous avez du mal à me croire, je vais donc vous lire quelques lignes par rapport à ça, parce que c'est vraiment assez étonnant. Je suis une fille, je m'appelle Élise, je suis née il y a 11 ans, au flanc d'une colline boisée, les pieds dans un ruisseau, la tête dans les bouleaux. Enfant des arbres, fille de l'eau. Bien entendu, j'ai aussi de vrais parents. Ma mère s'appelle Zéline, mon père Jacques, mais on dit plus volontiers Féline et le lion quand ils sortent les griffes ou font les yeux ronds. Ensemble, ils ont 8 enfants, dont certains déjà grands. Élisée et Onésime ont 17 et 19 ans. Louise 16, c'est la plus belle d'entre nous. Marie vient juste après, elle a 14 ans. Moi 11, je l'ai déjà dit. Anna 9 et Élie 6. La plus jeune s'appelle Bébé Suzanne et nous avons aussi un âne. Voilà, et ça se présente vraiment comme un poème quoi, qui se lit, qui se déclame comme ça. C'est étonnant de fraîcheur, d'inventivité, d'audace. Et c'est à la fois un chant d'amour, un conte pastoral. Je pense que cet ouvrage mérite d'être découvert parce que ça sera un classique en fait, en termes des lectures. Ce roman délicieux et frais se lit, se goûte, nous tord les tripes et ne s'oublie plus. Un autre auteur féminin dont je vais vous parler maintenant et qui fait peut-être un peu écho à ce qu'on a pu aborder avec Cécile, Marine de Guglielmo, Marine Weber est chercheuse environnement, énergie et matières premières stratégiques à l'IRSEM. C'est quoi l'IRSEM ? C'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Elle est directrice scientifique de l'Observatoire Défense et Climat. Donc voilà, on est dans du sérieux, du solide, c'est pas de la fiction. Et qu'est-ce qu'elle nous livre ? Elle nous livre un manuel de géopolitique, mais pas n'importe lequel. Un manuel de géopolitique des nuages. Voilà, la géopolitique des nuages, c'est pas cuicui les petits oiseaux, c'est pas nounours bonne nuit les petits. Non, la chercheuse française nous parle bien des enjeux internationaux de l'ingénierie climatique et de la modification du temps. Alors, je vais vous lire que depuis les années 1950, les volontés de contrôle de la météo et du climat ont connu un essor spectaculaire. Des projets ambitieux allant de l'accroissement des précipitations à la capture du CO2, en passant par le refroidissement de notre planète, promettent de remodeler l'atmosphère. Parce qu'elles entendent modifier ce bien commun, les initiatives bousculent les frontières, contrarient la souveraineté des États et mettent en évidence des représentations contradictoires du rapport que nos sociétés doivent entretenir avec notre environnement. Donc, on est sur un livre important, fondé, légitime, pas complotiste, pas conspirationniste. On est bien avec un tour d'horizon de ce qui se déroule. Et voilà, par exemple, des éléments extraits des dernières pages. L'urgence climatique, fruit de ce capitalisme illimité, est de fait réintégrée au marché sous la forme d'un ensemble de promesses technoscientifiques qui dessinent 2 opportunités. D'une part, la poursuite du business as usual, préservée par l'élaboration d'une prise en charge technique des changements climatiques qui épargnerait les sociétés industrialisées de toute restructuration en profondeur. D'autre part, l'ouverture de nouveaux secteurs de marché liés à l'ingénierie climatique, des secteurs progressivement alimentés par les échecs des politiques climatiques et l'attrait des consommateurs pour les innovations techniques. Alors, on comprend un peu là une auteure féminine, un sujet lié à l'eau, et puis on a ces quelques lignes là que je vais vous partager parce qu'elles sont quand même, à mon sens, fondamentales. Alors, parce qu'elle est presque exclusivement portée par des hommes, et parce qu'elle vise la préservation d'une économie de marché fondée sur l'exploitation de la nature par la rationalisation du cycle du carbone ou du bilan radiatif terrestre, l'ingénierie climatique peut être appréhendée comme la continuation du projet moderne en tant que pouvoir masculin sur la nature et les femmes. Donc, ce qui est incroyable avec cet ouvrage, qui est donc par une chercheure de l'école militaire, on est avec quelqu'un qui fait des recherches stratégiques sur, on en a parlé, sur les terres rares, enfin sur les matières premières, les minéraux, les minerais et ainsi de suite, c'est qu'en fait ça vient faire écho
avec l'écoféminisme et avec tous ces mouvements de femmes qui disent exploitation de la femme, exploitation de la nature, même combat. Et les questions de l'ingénierie climatique étant en quelque sorte le nouvel acmé des promesses techniques, technologiques, technopuissantes de mâles qui se plaisent comme ça à bidouiller des machines plutôt que de regarder les autres êtres humains. Donc c'est un livre alerte. La chercheuse française nous parle bien des enjeux internationaux de l'ingénierie climatique et de la modification du temps. C'est un livre alerte d'utilité publique sur l'artificialisation du monde. Voilà, ça c'est un ouvrage, donc Cécile n'était pas au courant que j'avais ça sous le coude pour cette sélection, mais ça tombe bien, ça fait parfaitement miroir et écho à nos conversations. Et alors, le dernier ouvrage qui est pareil, quelque chose, c'est un énorme coup de cœur, mais c'est le pavé du mois, c'est Le Parlement de l'eau, chez Cambourakis, dans la collection Sorcière, signé aussi d'une femme romancière, Wendy Delorme. C'est un roman extraordinaire, passionnant et révolutionnaire. Je vous dis pourquoi. Extrait de la 4e de couverture. La révolution, c'est de l'eau. Sauver un cours d'eau, aussi ténu soit-il, c'est un début pour sauver tout ce qui peut encore l'être. Une romancière qui croit au pouvoir de la littérature pour changer le réel convoque en pensée des entités aquatiques. Fleuves, mers, océans, crues, ruisseaux, rivières, cascades, marais, lacs, lagunes. Celle-ci invente une histoire sur la nécessité vitale de sauver le cycle de l'eau, faire barrage à la montée du fascisme, retisser les liens entre l'espèce humaine et le vivant. Et là, ça donne un peu la couleur et le thème. Mais si vous êtes d'accord, je vais vous lire quelques lignes, parce que même l'écriture, en fait, est un voyage, une expérience à part entière. C'est dans un chapitre qui s'appelle « Les guerres de l'eau ». Mère, M-E-R, la mère. Mère reprend la parole lorsque le silence se fait. L'enfant de la terre grandit. Exactement comme l'a prédit la femme, il est tôt sur ses jambes, sage et éveillé. Il apprend le langage des oiseaux, des bêtes et des plantes, leur cycle de croissance et de reproduction. Mais il vit dans une époque étrange. Une époque de grande régression morale, dans un monde de grande avancée technologique. Une époque de contraste où l'homme sait guérir les cancers les plus létaux, mais laisse les enfants mourir sur des terres empoisonnées par l'extraction minière. Où il sait conserver l'ADN des espèces disparues, mais détruit l'habitat des espèces survivantes en rasant les forêts. Où il sait rendre mes eaux potables, mais laisse mourir de soif des réfugiés dans des canaux de fortune tout le long de mes côtes. Voilà. Et ça peut continuer comme ça longtemps. Et on a comme ça des discussions chorales entre cours d'eau, ruisseaux, plans d'eau, lacs, nappes phréatiques, résurgences, fontaines. C'est extraordinaire. On est dans une politique fiction qui en creux, à travers l'eau, vient pointer les aveuglements et les bêtises de l'humain dominant aujourd'hui. Vraiment un ouvrage, une expérience donc en littérature, mais aussi qui est révolutionnaire dans son propos, Le Parlement de l'eau de Wendy Delorme. Génial. Génial, bravo. Tout à l'heure, tu as dit un petit mot sur la géo-ingénierie en disant « Ah oui, c'est pas du tout complotiste, il y a cet auteur aussi qui travaille, qui vient du militaire. » Vous tapez Alameda Le Monde sur Google ou votre navigateur de recherche, il y a des articles. Le Monde parle de géo-ingénierie, c'est un sujet qui est complètement... Ça fait partie Oui, ça fait 10 ans que le GIEC ou d'autres agences internationales ont fait des rapports où la géo-ingénierie est complètement assumée comme un levier de solution technologique. On est dans du technosolutionnisme à fond les ballons, qui permet de justifier, de financer avec des fleuves de financement public. On va créer un problème pour pouvoir trouver des solutions, n'est-ce pas ? Mais c'est comme pour le Rwanda, le Congo, là, ce qu'on disait avec Cécile. C'est assez impressionnant. Ils ont aujourd'hui une capacité. À mon avis, ils faisaient ça avant qu'il y ait Internet, mais grâce à Internet, tu peux plus le faire. Ils mettent les gens en dissonance. C'est-à-dire, tu vois le truc. Il y a des articles sur Le Monde. Il y a l'ONU qui fait des discours, mais ils disent non, ça n'existe pas. Ah bon, d'accord. Alors, puisqu'on parle d'imaginaire, merci Romain de tes commentaires. Je passe maintenant la parole à notre ami le conteur Patrick Fischmann et sa libre chronique légendaire. Alors aujourd'hui, Maxence, je voudrais parler d'un roman, le Fleuve de l'éternité de Philippe José Farmer. Alors pour ceux qui s'intéressent à la littérature de l'imaginaire, c'est un cycle d'aventures réédité en 5 volumes au livre de poche. Et si j'en parle, c'est qu'il me paraît opportun de le découvrir ou de le relire au même titre que 1984, Le meilleur des mondes, ou l'Évangile du serpent de l'inspiré Pierre Bordage qui vient juste de nous quitter.
des œuvres qui viennent en spirale autour de notre brûlante actualité et qui titillent et qui réveillent notre conscience. Alors le monde du fleuve, c'est l'extraordinaire épopée de l'humanité, qui se retrouve toute époque et civilisation mêlées un beau matin, réincarnée sur les rives d'un fleuve immense. 36 milliards d'êtres humains avec leur propre culture, leurs dogmes, leurs rêves, leurs croyances. La première fois que je l'ai lu, c'était juste à mon retour d'un voyage en Palestine et en Israël, et ça tombait pique, parce que je m'étais fait la réflexion là-bas que, mis à part le conflit que l'on connaît, j'avais rencontré des groupes humains qui semblaient parfois ne pas du tout vivre là, ni même penser à la même époque. Et dans le monde du fleuve, l'expérience s'était démultipliée et m'emportait dans une réflexion abyssale. Est-ce qu'on a changé ? Est-ce que l'histoire bégaye ? Est-ce que je préférerais me promener avec un homme de Néandertal paisible, intuitif, plutôt qu'avec un ébouriffé de technologie ou même un coach de développement personnel ? Se retrouver dans le même clan que Cyrano Bergerac, Ulysse, Mark Twain, avec des Amérindiens, des Mongols et même un extraterrestre, n'est-ce pas déjà ce que fait notre imagination dans le magnifique bestiaire secret que l'on s'offre plutôt dans notre fort intérieur. Alors, et toutes ces questions, le sexe, le pouvoir, la manipulation, la guerre, la compassion, l'extrême complicité des rapports humains, la simplicité qui prévaut à toute paix quand descendent enfin la sagesse et l'amour de soi et de son prochain. En grossissant et en hystérisant les différences, Philippe José Farmer n'a pas simplement rédigé la plus formidable épopée de toute la science-fiction, il a remué le marécage avec le ciel et les nuages, multiplié allégoriquement les frictions inouïes du même et de la différence. Une sorte de Colin Maillard dont on ressort secoué par la verve et l'imaginaire. Mais tout comme un conte nous fait visiter les différentes facettes d'un seul être, cette grande saga nous invite à enfiler tous les costumes, toutes les époques, toutes les situations qui se répètent, tous les mystères qui font de l'une ou de l'autre une alliée ou un ennemi. On voit bien que quelqu'un aussi tire les ficelles de toute cette aventure. Alors, y aurait-il un complot ? On suit donc les héros qui recherchent les sources du fleuve de l'éternité, qui tâtonnent, qui chuchotent et se révèlent plus forts à mesure que croît leur fragilité. Se plonger dans le monde du fleuve, c'est à la fois s'évader du monde et mieux le comprendre. On se réincarne au bord de ce fleuve et chaque fois dans un endroit différent, plus ou moins près des sources. On se retrouve dans une grande matrice qu'on a besoin de comprendre pour s'en libérer. Je répète. On se retrouve dans une grande matrice qu'on a besoin de comprendre pour s'en libérer. Éric de Kermel, bonjour et bienvenue au Grand Tournant, à cette émission Livres et lecture de Nexus. Bonsoir Maxence. Vous êtes journaliste, éditeur de magazines de nature, notamment Terre Sauvage et d'autres titres liés à la montagne que vous avez pu mettre en place et piloter au sein du groupe Bayard. Mais vous êtes également romancier. Et pourtant, votre nouvel ouvrage, Également, oui. Vos nouveaux ouvrages, devrais-je dire, tiennent plus de l'essai philosophique et intimiste. Et il y a notamment ce titre, en tout cas, qui véhicule une beauté, qui véhicule quelque chose de touchant et qui nous interpelle, en tout cas, qui fait vibrer quelque chose, qui est cette fragile beauté du monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet ouvrage ? Alors cette fragile beauté du monde, il vient effectivement de paraître dans une version particulière parce que le petit objet qui a été réalisé par les éditions du Relier est un petit objet qui respecte complètement l'idée de ce texte, qui est un texte très intime que j'ai écrit alors que les manifestations des jeunes pour le climat se développaient. Et moi, j'ai 3 filles, et quand j'ai vu ces manifestations, j'ai eu l'impression de voir mes filles.
et de voir mes filles qui s'adressaient à moi un peu, vous savez, dans les couples, on dit parfois, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour, à un homme ou une femme qui dit à l'autre, mais oui, mais je t'aime, et l'autre dit, mais oui, mais enfin, tu n'as jamais de temps pour moi, tu fais jamais rien pour moi, donc ça veut dire quoi de dire qu'on aime, hein, si derrière il n'y a pas les preuves de cet amour. Et moi, en voyant ces manifestations, j'avais l'impression d'avoir mes filles qui me regardait dans les yeux en me disant, mais papa, tu dis que tu nous aimes, mais dans ton comportement et dans le comportement de ta génération vis-à-vis du climat, vis-à-vis de la biodiversité, où sont les preuves d'amour? Parce que si tu nous aimais vraiment, si vous nous aimiez vraiment, vous les adultes de ta génération, vous agiriez pas de telle manière à nous laisser finalement un avenir qui est en fait un champ de ruines ou un avenir de ruines ou de braise, un avenir où les défis sont de plus en plus insurmontables pour la génération que nous sommes. Et en fait, quand j'ai entendu, j'allais dire, cette interpellation, j'ai commencé à écrire ce texte qui finalement était un texte qui avait envie, on a tout essayé sauf l'amour. On a essayé les rapports du GIEC, on a essayé les listes rouges, on a fait des démonstrations absolument implacables sur les effets néfastes des sociétés humaines sur le climat ou sur la biodiversité. Donc on a cru que la raison et que ces arguments absolument implacables, encore une fois, Oui, majeurs, rationnel, raisonné, allaient bien sûr. provoquer Ouais. chez nous une réaction rationnelle et qu'on allait effectivement changer en se disant non mais là on est en train de nous prouver notre impact donc changeons de comportement et en fait on a pour ainsi dire à peu près rien fait, c'est-à-dire rien fait en regard des enjeux et or tous les décideurs de cette planète, tous les chefs de gouvernement, tous les présidents, etc. sont tous des gens qui ont des enfants et à un moment je me suis dit mais enfin s'ils aimaient vraiment leurs enfants, est-ce que vraiment eux aussi ils agiraient de cette façon? Donc c'est comme ça qu'est née cette idée, à la fois une idée qui part de l'émerveillement qui est au cœur de ma vie chaque jour. Moi, je vis dans une vieille bergerie reculée dans les Garrigues au nord d'Uzès, et l'émerveillement devant la nature, il est quotidien pour moi. Et à la fois, comme j'ai dirigé, comme vous l'avez dit, Terre Sauvage pendant près de 20 ans, j'ai eu l'occasion de voyager, de parfois de revenir dans des espaces où j'étais déjà venu et de constater la rapidité de la dégradation de ces espaces. Et donc, cette idée finalement que le monde est magnifique, mais qu'il est effectivement que cette beauté est fragile, ça a inspiré le titre de ce petit livre. Merci, merci Eric de cette remise en perspective. Et il y a aussi, en termes de transmission, il y a aussi une parole pour le père, pour votre père. Exactement. Le livre est introduit par une lettre à mon père. J'ai perdu mon père l'an dernier et je lui ai adressé cette dernière lettre qui fait l'introduction du livre parce qu'on avait eu de nombreux échanges ensemble. On avait vécu ensemble l'élection de Donald Trump. Lui-même avait des inquiétudes multiples sur la façon dont nos gouvernements et dont les écrans avec les enfants, dont la pornographie, notamment véhiculée sur ces écrans, était quelque chose qui pouvait effectivement abîmer l'enfance. Moi, je vis encore avec un petit garçon qui a 12 ans et que j'essaye aussi bien que possible de protéger avec sa mère. Et du coup, cette lettre à mon père, c'est une lettre où je partage avec lui voilà, un peu le contexte dans lequel nous sommes, où je fais référence à tout ce à quoi il a cru, qu'il a espéré. C'était quelqu'un qui était avec un optimisme vraiment chevillé au corps. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a dans cette lettre à la fois un mot pour mes enfants, un mot pour ceux qui vont me lire, hein. Je veux dire, c'est un propos très intime où à un moment, je prends le lecteur par la main et il se retrouve à côté de moi, au bord je veux dire, devant la cheminée de la maison, là, à boire une tisane ensemble. Et puis à la fois, il y a ce propos vis-à-vis de celui qui est parti, à qui je dois beaucoup. Merci, merci Eric vraiment de ces mots et de ce partage et de cette conscience. Euh,
Et quand on préparait un peu l'émission ensemble, en fait, vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais complètement loupé, c'est qu'il y a un deuxième livre d'Éric de Kermel qui sort aussi, ou qui est sorti également en janvier 2026, qui concerne le dialogue interreligieux, enfin en tout cas moi je le mets dans cette catégorie, et que vous avez co-signé avec une spécialiste, hein, et qui est un abécédaire sur l'islam. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu le projet ou le propos de cet ouvrage qui est d'une autre nature, mais qui pourtant, à mes yeux en tout cas, est traversé par la même énergie, une énergie de conscience, une énergie de paix en quelque sorte. Oui, complètement. En fait, cette idée d'un abécédaire à la découverte de l'islam et des musulmans est née d'un échange que j'ai depuis fort longtemps avec une femme musulmane marocaine qui s'appelle Rim Yasmina Larari, dont j'ai préfacé un livre qui est paru en 2024 qui s'appelle Les prophètes à la lumière de la Bible et du Coran. Enfin, du Coran et de la Bible d'ailleurs, c'est dans ce sens-là qu'elle l'écrit. Et lors de nos échanges, il se trouve que moi j'ai grandi au Maroc, j'ai passé mon adolescence au Maroc, que j'ai une partie de ma famille qui vit au Maroc. J'ai un beau-frère marocain avec un neveu et une nièce marocaine et marocain. Et donc je constate, comme tous et comme beaucoup dans ma famille, et ça nous concerne au plus haut point, je constate le fait que c'est souvent de l'ignorance que naissent les violences, et on le voit à peu près partout sur cette planète. Il y a notamment vis-à-vis de l'islam une méconnaissance du message fondamental de l'islam qui, comme le message chrétien, comme le message originel porté par le Christ, est un message d'amour. Et tout le cœur, j'allais dire, de la proposition du Coran notamment est un message d'amour, un message de tolérance, notamment vis-à-vis des autres religions. Et du coup, on a eu envie avec Rim de consacrer un livre pour faire redécouvrir finalement, pas seulement aux Occidentaux, pas seulement à ceux qui ne sont pas musulmans, mais aussi aux musulmans eux-mêmes qui connaissent souvent fort mal ce texte. C'est un texte compliqué. Il y a de nombreuses raisons qui fait que aujourd'hui chacun enseigne l'islam comme il l'entend dans ses mosquées respectives. Et du Oui, coup, il lui fait dire ce qu'il veut en quelque sorte. Voilà. voilà, exactement. On lui fait dire ce qu'il veut, quelque part en travestissant ce message fondamental d'amour. Et moi, j'aime beaucoup une phrase de Teilhard de Chardin qui dit: tout ce qui monte converge. Et cette proposition, enfin ce message, c'est le même que celui qui est écrit noir sur blanc dans le Coran, c'est qu'il a été donné au peuple des religions différentes pour que chacun fasse son chemin spirituel suivant là d'où il est. Et cette idée finalement d'une grande montagne au pied de laquelle nous serions tous, les bouddhistes d'un côté, les chrétiens ailleurs, les musulmans ailleurs, et puis d'autres sagesses, spiritualités ou gens qui n'ont pas de religion à d'autres endroits. Et cette idée que finalement, celui qui se met en chemin et fait ce travail d'élévation de l'esprit, fait ce travail spirituel au sens le plus noble du terme, et bien celui qui s'élève, en montant, naturellement, il se rapproche des autres. Et à un moment, on partage effectivement des fondements qui sont extrêmement communs et un message d'amour qui reste absolument central dans toutes les sagesses, les spiritualités et les religions. D'accord. Donc là, cet ouvrage, c'est un nouvel ouvrage, hein, on est d'accord là-dessus, alors que Oui, pour La oui, fragile beauté du monde, on est oui. plutôt sur une réédition, hein, c'est bien cela. Voilà, c'est une réédition d'un livre qui était paru il y a 5 ans, avec des photos de Yann Arthus Bertrand à l'époque, qui accompagnait le texte. Tandis que là, il n'y a pas les photos, c'est vraiment un petit ouvrage. Moi, je l'aime beaucoup, hein. Cette fragile beauté du monde, c'est sans doute un livre qui me ressemble beaucoup par ce côté intimiste dont vous parliez. Et le livre sur l'islam, c'est vraiment un livre d'autant plus par les temps qui courent, hein, je veux dire, j'avais envie avec Rim, on avait tous les deux envie, des deux côtés de la Méditerranée, de poser un acte qui soit le reflet de nos expertises à l'un et l'autre. On est des écrivains, donc on avait envie de se mettre à quatre mains à raconter cela. En écrivant ce texte, je ne perds pas mon identité. Je suis là je fais des inputs dans le texte régulièrement, euh, à partir de la culture chrétienne, à partir des enjeux écologiques notamment, qui sont
un des éléments qui me caractérise, hein, je veux dire, mon engagement en matière d'écologie et de protection de la nature. Donc du coup, on a vraiment écrit ça à quatre mains. Et ça donne ce résultat qui est plutôt bien réussi, je crois. Merci Éric de Kermel. Alors, on a parlé d'écriture, de mots, d'ouvrages, de pages, de livres. Et puis, il y a aussi d'autres projets, en tout cas des projets passés dans lesquels vous êtes impliqués, qui concernaient aussi une forme, à mes yeux, de dialogue interreligieux, en tout cas qui était lié au sacré, avec des festivals de musique sacrée, des choses comme ça que vous avez mis en place en France et qui ont existé par le passé et qui, entre guillemets, on passe par la musique en ne passant pas par les mots. Ouais. Bah, écoutez, effectivement, il y a deux projets qui ont été importants que j'ai initiés dans le cadre du groupe Bayard où je travaillais auparavant. Le premier des projets qui continue d'être porté, il s'appelle Via Eterna et il se passe dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et là, l'idée, c'était à l'époque on se questionnait sur la façon de dire que le message de Michel, de Saint Michel, que l'on trouve dans les trois monothéismes, on voulait dire que c'était un message qui s'adressait à tout le monde. Et du coup, à l'époque, j'avais dit, mais l'idéal pour dire ça, c'est de passer par la musique. La musique qui est un langage universel, et donc imaginons et construisons un projet où la musique soit l'outil, le véhicule de ces échanges avec des gens qui viennent de partout. Et donc ce festival se passe dans l'ensemble de la baie du Mont-Saint-Michel et aussi au Mont-Saint-Michel lui-même le dernier jour. Et puis l'autre festival, il est né de mon amitié voilà, régulière, nourrie avec Piers Faccini. Piers Faccini qui a été victoire de la musique pour meilleur album musique du monde il y a 4 ans. Et Pierce a la particularité de chanter dans à peu près toutes les langues du pourtour méditerranéen, d'être lui-même anglo-italo-français. Il vit dans les Cévennes, donc à une petite heure de là où j'habite moi-même. Et il rêvait de faire quelque chose au sein de l'abbaye du Toronnet, qui a une acoustique particulière, avec une réverb, un écho, en fait, qui a un écho particulièrement long. Et donc, on a construit une proposition avec un métissage et un choix d'une bande d'amis avec qui Pierce a l'habitude de jouer, que ce soit Christine Zayed, qui est par exemple une musicienne palestinienne qui joue du qanoun. Je me souviens d'un moment avec elle qui était magnifique. Ou le musicien algérien Malik Ziad, qui lui joue du oud. Et Pierce a rassemblé, bon, il y avait d'autres personnes, hein, il y avait des Italiens, notamment spécialisés dans les tarentelles. Enfin, donc, et le but, on a créé effectivement un moment un peu extraordinaire au sein de cette abbaye du Toronnet. Et aujourd'hui, j'ai toujours le projet, côté marocain, avec Pierce, j'aimerais bien faire revivre ce festival musique qui s'appelle Les Voix de l'Autre. Ça s'appelait Les Voix de l'Autre. Et je voudrais le faire revivre en le faisant basculer de l'autre côté de la Méditerranée. Très bien. Merci Éric de Kermel. Lorsque vous avancerez un petit peu sur ce projet, je pense qu'on aura plaisir à vous redonner la parole pour faire le point, pour savoir comment, bien sûr, on peut mobiliser les énergies pour que les choses se concrétisent et se propagent. Merci donc Éric d'être venu nous partager ce message de paix et de fraternité, vos paroles et aussi ce verbe qui vous est propre et que je tenais à faire découvrir aux abonnés de la chaîne Nexus. Voilà. Merci beaucoup Merci beaucoup. de ces écrits et à bientôt pour vos projets. Merci beaucoup Maxence. Bonne soirée. Bonne soirée. Gauthier Dupont, bonjour, bienvenue au Grand Tournant. Vous êtes éditeur chez LDL Group, une nouvelle maison d'édition que moi, en tout cas, je ne la connaissais pas, mais qui est très, très active et voire même très généreuse avec plusieurs gammes d'ouvrages, de catalogues, de collections. Et donc, j'ai souhaité vous inviter ici au Grand Tournant de façon à faire votre connaissance de ce que vous souhaitez produire à travers cette maison d'édition. Parce que même si le grand public ne vous connaît pas, la maison a reçu un prix en 2025
par la Livre Hebdo, de mémoire, sur le prix de l'innovation numérique. Alors, donc, à quel titre avez-vous été récompensé ? Eh bien, nous avons publié un livre d'André Gide. Nous avons réuni différents textes d'André Gide, cours d'assises, Voilà. plutôt là. Très bien. Donc, cours d'assises, qui rassemble en fait des textes d'André Gide, la séquestrée de Poitiers, l'affaire Oduro, qui sont des faits divers qu'avait chroniqué André Gide, qui sont assez dérangeants. Il faut savoir qu'André Gide avait été juré, je crois que c'était en 1911, ou dans ces eaux-là, 1912, et donc il avait en fait pas une passion, mais en tout cas une appétence pour les faits divers suite à son passage en tant que juré, et du coup il a beaucoup écrit dessus, et nous avions souhaité compiler ces textes-là dans un seul ouvrage. Et du coup, comme on n'avait pas tout, et notamment certaines photographies, on est rentré en communication avec la Fondation André Gide. Et on a fait un préface et un postface, donc on va dire encore plus critique, pour venir accompagner. Remettre en perspective ces textes. Voilà, complètement. Et nous avons adjoint à ça ce qu'on a appelé un site compagnon, c'est-à-dire un site qui permet d'avoir des textes lus, des archives qu'on n'a pas dans le livre, pour avoir un petit peu un livre augmenté. Avec des contenus multimédia. Absolument. D'accord. Comme les CD-ROM qu'on pouvait faire il y a 20 ou 30 ans. Tout à fait. D'accord. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est pour ceux qui étaient nés. Et donc ça, c'est quelle maison d'édition ? C'est quoi l'actualité de cette maison d'édition ? Et puis aussi peut-être nous dire un peu qui vous êtes en tant qu'éditeur au sein de cette nouvelle maison d'édition. Comment nous en sommes arrivés là ? Alors effectivement, par hasard et par hasard, il y a maintenant un petit peu, enfin pas tout à fait 2 ans, Guillaume Dumoulin et moi-même avons commis de sortir une première maison d'édition, un petit peu par hasard. En fait, Guillaume, lui, il y a quelques années, avait essayé, il y a une quinzaine d'années, avait réfléchi aux bases d'une maison d'édition, mais qui était plutôt tournée sur le livre numérique et sur le livre audio. Mais c'était encore un petit peu tôt, et je dirais le marché, le public n'était pas mûr. Mais il avait déjà fait un beau travail de fond. Il avait bien défriché, on va dire, la question éditoriale, l'approche en tout cas éditoriale. Et un petit peu donc par hasard, il a remis en forme, il a composé un texte d'Oswald Wirth, l'idéal initiatique, parce les textes qu'il avait trouvés sur Internet, il n'arrivait pas à le trouver. Vous pouvez nous rappeler qui est Oswald Wirth ? Oswald Wirth, c'était un ésotériste du siècle dernier, qui a marqué notamment l'histoire de la franc-maçonnerie par son approche, on va dire, assez littéraire de la question. Et qui a fait pas mal de préfaces et là aussi de corpus critique de textes, notamment de Goethe, par exemple, le Serpent vert. Et on a d'ailleurs compilé plusieurs textes, 3 textes de Goethe, juste après ce premier texte qu'on avait sorti de Wirth. Et en fait, donc, de fil en aiguille, on s'est mis à travailler des textes pour nous et pour des copains, des amis. Moi, je m'étais mis sur un texte de Papus sur la pierre philosophale. Et en les faisant circuler autour de nous, progressivement, on a reçu des manuscrits. Et en fait... Oui, parce que vous repreniez ces textes, vous les mettiez en page pour les imprimer sous forme de feuillets facilement manipulables, en voilà. fait. Et lisibles, parce que souvent, il y a des PDF qu'on va trouver sur Gallica ou autre, mais il ne va pas y avoir l'iconographie, parce que c'est des rééditions. Et là, en l'occurrence, le premier, là, qui s'appelait l'idéal initiatique, il n'était plus édité depuis... Enfin, il avait été édité en 1924, mais il n'y avait pas une réédition. Et on trouvait que c'était assez intéressant déjà, une fois que nous on l'avait lu et qu'on l'avait fait partager autour de nous, on voulait le partager un petit peu plus largement, vu qu'on voyait qu'il y avait un certain intérêt. Et donc, recevant des manuscrits, on s'est rendu compte que déjà qu'il y en avait qui nous
prenait, qui nous captivait, alors que nous, on pensait plutôt travailler un petit peu le patrimoine, des œuvres du patrimoine, des œuvres anciennes notamment. Il y a, par exemple, ce livre-là, qui est le poème d'Ishtar, qui est donc un mythe babylonien qui a à peu près 4000 ans. Et donc ça, c'est quelle maison d'édition? Donc ça, c'est l'Étoile flamboyante. Et donc ce texte-là fait partie d'une compilation de textes qu'on a rassemblés. C'est pas tout à fait terminé d'ailleurs. S'il y a des volontés, tout le monde peut se joindre à nous dans la mise en place de ce corpus. On a mis en branle ce qu'on a appelé la Bible des initiés, avec l'Ancien Testament initiatique, avec des textes donc comme ça, l'Enuma Elish, le mythe d'Atrahasis, donc des textes qui ont à peu près 4 millénaires, et jusqu'à des textes, on va dire, ésotériques, initiatiques du début du XXe. Et donc on a commencé à compiler tout un tas de textes comme ça. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le fait, c'était un petit peu donc cette exploration, on va dire, initiatique, de la tradition qui avait été à l'initiative. Le fait de recevoir des manuscrits et les manuscrits donc, qui nous prenaient nous a inspiré de créer des petites marques éditoriales pour que ce soit lisible. Comme des formats dédiés, quoi. Voilà, d'accord. Effectivement. Et donc les premiers qu'on a reçus, c'était notamment des polars. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette maison d'édition Héraclès, qui du coup donne la parole à des anciens flics, à des anciens personnes issues du renseignement, à produire des textes soit de romans, soit des documents. On a notamment un livre sur la policiologie qui est sorti là, de... La policiologie, c'est donc la science de la police. Absolument, et l'auteur qui a fait ce très beau document et va sortir très prochainement précis l'histoire de la police, qui donc raconte notre rapport à la police et l'histoire de la police depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est une maison qui est vraiment, c'est un peu la maison polar, espionnage, cosy mystery, voilà. On a l'étoile flamboyante, qui est donc plutôt le versant ésotérique. Et puis là, au niveau de votre actualité, qui est un peu, j'ai envie de dire, sidérante, puisque je crois que la maison d'édition, elle a édité 49 ouvrages en 2 ans. C'est ça. Donc pour des nouveaux venus, des jeunes, c'est un peu... Enfin voilà, on croule un peu sous les propositions, en tout cas sous la production, c'est ambitieux. Et vous venez de sortir également une revue de littérature, en fait, une nouvelle revue qui est de belle facture, qui s'appelle Littérature etc., où il y a de la fiction, un dossier sur le roman historique, un débat sur les écrivains maudits, il y a de la poésie, il y a un hommage à Violette Leduc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, que maintenant il y a en plus une revue de littérature avec donc un contenu pluriel et des auteurs de tous les horizons? Alors, on avance au fil de l'eau, comme je racontais, il n'y avait pas de ligne directrice au début. Sur le chemin, nous avons rencontré notamment des éditeurs. Il y a aussi Jacques-Marie Lafont, avec qui on a créé une maison avec notamment ce livre-là, qui est un petit peu une rencontre entre un homme et sa sensibilité et le monde de l'art contemporain, qui est un roman initiatique à plusieurs niveaux assez intéressant. Oui, il y a Jean-Charles Castelbajac qui est impliqué, ouais. Tout à fait, qui a fait 4 couvertures différentes pour ce livre-là. Et en fait, donc voilà, sur le chemin, il y a plusieurs éditeurs qui sont venus à nous. Pourquoi ? Parce que en fait, on s'est mis à mutualiser plusieurs petites maisons d'édition qu'on a mis en œuvre, de manière à ce qu'on tende vers un objectif 0 pilon, 0 kilomètre en trop. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que aujourd'hui, à peu près un tiers des livres qui sont pilonnés. Donc des livres qui sont imprimés et qui, parce qu'ils ne trouvent pas preneur ou parce qu'ils s'entassent quelque part, finissent détruits, finissent pilonnés. Pilon qui est donc le fait de détruire des livres et de fabriquer de la pâte à papier à nouveau, quoi. Voilà, donc pour essayer de lutter contre cette aberration écologique
même civilisationnel. On est parti sur des petits tirages de tête pour les sorties des ouvrages, et ensuite on passe en IAD ou en POD pour les anglo-saxons. Comme on est, Ça veut dire quoi, IAD ou POD? Alors IAD, c'est l'impression à la demande, ou POD, c'est print on demand. Donc on est distribué à peu près partout sur tous les continents, ce qui permet par exemple d'avoir un livre, une fois qu'un livre est sorti, qu'il y a eu son premier tirage de tête, à peu près, on va dire, entre 2 et 5 jours selon les zones géographiques du monde, une personne peut commander un livre, et le livre est imprimé au plus près de chez elle, et voilà, le livre arrive très, très vite chez elle, ce qui permet donc de lutter contre... Ah oui. En tout cas, de suivre cet objectif qui est 0 bilan, 0 km en trop. De manière à, d'une part, faire travailler... 0 km en trop, ça veut dire de trouver l'ouvrage à côté de chez soi. C'est un peu l'idée. Voilà, de trouver l'ouvrage à côté de chez soi et de le faire imprimer au plus proche de chez soi. On pousse jusque-là. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif. Et donc... en cheminant, plusieurs éditeurs étant venus à nous, c'est pour ça qu'on a déployé plusieurs marques éditoriales, parce que il y avait des ouvrages qui méritaient de vivre dans des espaces. C'était ni des polars, ni de Voilà, l'ésotérisme, exactement. ni de la littérature conventionnelle, enfin expérimentale peut-être. Mais... Exactement. Par exemple, sur les éditions du Merveilleux, là, il y a ce très beau roman qui est presque une romance donc de Céline Malter, qui raconte en fait qu'il y a une dystopie où on est dans un monde de femmes, et on dit qu'il y a une maladie, et du coup toutes les femmes doivent avoir une ablation des seins. Et il y a une femme qui commence à se réveiller et qui va dans une cité volante qui s'appelle donc Kirkeya, qui est le nom du roman, et qui va essayer de changer le cours de cette histoire. Sur la revue donc littérature etc. On a voulu une revue d'auteurs. Pourquoi ? Parce que les auteurs peuvent éditer dans plusieurs maisons d'édition, mais il arrive qu'ils aient des petits textes, qu'ils aient des souhaits, des visions, qu'ils veuillent partager des choses qui n'ont peut-être pas leur place ni dans la presse classique, ni dans des ouvrages. Et du coup, on trouvait assez intéressant. Joseph Vébré, qui est le directeur de la publication de cette revue-là, avait mené pendant 2 ans une revue qui s'appelait Littérature et compagnie. Et comme son éditeur avait arrêté ce projet-là, il nous l'a présenté, et nous on a trouvé ça génial, et on a mis en œuvre notre logistique et notre joie de vivre de manière à ce que ça puisse voir le jour. Et si vous le voulez bien, je vais lire les premiers mots du bloc-notes qui introduisent, pour avoir un petit peu allez-y, oui. la tonalité. Alors, le passé en fiction. Depuis 2 siècles, les revues littéraires accompagnent le mouvement de la création, l'observent, la commentent, parfois la devancent. Témoins et éclaireurs, elles saisissent l'état d'une époque, ses tensions, ses manières singulières d'habiter le langage. À son tour, Littérature etc. s'inscrit dans cette tradition de veille et de transmission. 4 fois l'an, elle proposera des entretiens approfondis avec des écrivains, des chroniques sur la création littéraire et artistique, des textes inédits, des études d'ensemble, des redécouvertes d'auteurs oubliés ou négligés, ainsi que des réflexions critiques sur le sens et les enjeux de l'écriture. Plus qu'une tribune, elle se veut un espace où la littérature se discute, se confronte, se renouvelle, se contredit et se prolonge sans jamais s'enfermer dans des certitudes. Écrire n'est jamais neutre, c'est répondre à une voix ancienne, anticiper celle d'un lecteur à venir, dialoguer avec les morts, parler aux vivants. C'est essayer de transformer l'émotion en forme, l'instant en phrase, l'expérience en signe durable. Lire à son tour revient à se mesurer à cette voix, trouver dans les mots une manière de mieux habiter le monde. Littérature etc. aspire à être à la fois miroir et passeur. Miroir de la diversité littéraire contemporaine, passeur entre les générations, reliant auteur et lecteur dans la conviction profonde que les livres ne se contentent pas d'éclairer d'autres livres,
mais traversent et éclairent aussi nos vies. C'est effectivement une ambition et un projet. Alors je vois, il y a un petit logo qui apparaît là sous le 01. Il y a marqué Amanuensis Édition, donc qui édite cette revue. C'est encore une autre maison d'édition en gros, au niveau de cette galaxie, au niveau de ce groupe. Absolument. Et je crois, puisqu'on est on est en mars 2026, donc dans le mois de la Journée mondiale de la femme qui a eu lieu en début de mois, c'est aussi la maison d'édition où il y a un propos lié au féminin. Absolument. Alors, il y a plusieurs collections chez Amanuensis. Il y a la collection où il y a notamment Sergio Gherardi qui s'appelle Jérôme Nocté, mais il y a aussi une collection qui a vu le jour qui s'appelle donc Destinée, qui donc en fait relate comme ça des parcours de femmes, et je vais lire là encore une fois, si on me le permet, un tout petit paragraphe qu'il présente, que nous a transmis Guillaume Dumoulin, qui n'est pas là parmi nous, et qui nous dit donc cette collection destinée. Pardon. Alors, je vais mettre mes lunettes. Non, c'est bon. Alors, des limites de la lecture sur écran. Oui, c'est ça. Alors, la collection destinée, une collection patrimoniale engagée. Elles ont défié la morale, subi l'histoire ou simplement cherché à exister. Loin des muses éthérées et des silhouettes passives, la collection destinée remet en lumière les véritables héroïnes de la littérature du 19e et début 20e. Paysannes, servantes, prostituées, bourgeoises déchues ou amoureuses coupables, ces romans racontent la vie âpre et vibrante des femmes face à leur époque. Elle ouvre les portes d'une littérature charnelle et sociale. Cette collection, qui veut redonner toute sa lumière à une littérature qui, bien avant les débats modernes sur la place des femmes, savait déjà dire l'intimité, la passion, la résignation et le courage, à une époque où la parole féminine et la condition de la femme sont au cœur des débats, il est essentiel de redécouvrir comment les grands auteurs ont incarné ces figures inoubliables. Donc, il y a déjà 6 ouvrages qui sont parus. Donc dans cette collection qui est féministe sans l'être, en quelque sorte, enfin sans se proclamer féministe, mais qui vise à remettre en lumière des textes qui sont des je peux pas parler des témoignages, qui sont vraiment comme des études en fait de la condition féminine, de ces différentes femmes, de ces différentes trajectoires, de ces différents destins, d'où la collection qui s'appelle Destinée, j'imagine. Tout à fait. Alors effectivement, il y a par exemple Marie-Claire de Marguerite Audoux, qui avait été prix féminin en 1910, qui raconte l'histoire d'une paysanne dans la Sologne qui finit par arriver sur Paris dans la suite, en tout cas avec l'atelier de Marie-Claire, et qui est un petit peu entre un roman rural et un récit historique. Et roman assez touchant, donc préfacé par Guillaume Dumoulin. Il y a aussi Fanny d'Ernest Feydeau, préfacé par Thierry Poyet. Il y a aussi Bubu de Montparnasse qui est sorti. Là, je suis en train de terminer une préface de Valentine de Saint-Point sur un livre qui s'appelle Une femme et le désir, qui est un roman assez touchant, qui interroge sur le rapport amoureux, le rapport à la séduction. Donc c'est une femme qui se met comme ça au bord du feu et qui sort des lettres d'amoureux, de prétendants avec qui il s'est passé des choses ou avec qui il s'est jamais rien passé. Ça va d'un échange de 1 ou 2 lettres à une trentaine, une quarantaine de lettres selon les différents prétendants. Et c'est assez marrant de voir comment, à l'époque, aujourd'hui, ça va les téléphones, c'est les textos, ça va vite et ça jongle. Mais en fait, vous voyez les parallèles. On voit, voilà, les parallèles sont criants. Quelquefois, ça en est gênant. On pourrait se dire, tiens, c'est moi qui aurais pu écrire ça, ou c'est mon oncle, c'est mon père, c'est mon cousin. Finalement, c'est une femme qui raconte un petit peu et qui va soit
regretter presque de ne pas être allé plus loin sur certaines histoires ou d'être allé sur certaines et pas sur d'autres, qui elle-même met en perspective ses réactions avec un peu plus d'expérience. Mais en même temps, comme je le disais, là, pour un lectorat plus masculin, de voir quelquefois pas le côté minable, mais en tout cas la lâcheté quotidienne oui, du masculin. Oui, complètement. Et puis la légèreté, l'animalité, la brutalité de l'échange dans la séduction qui, quelquefois, est presque est risible, en fait, quand on le lit, même de manière romanesque comme ça. Donc, voilà, cette collection Destinée, c'est une collection écrite par des femmes ou sur des femmes. Qui ont eu des destins plutôt brisés, plutôt... on n'est pas sur des success stories, quoi. Alors, oui et non. Marie-Claire, par exemple, Marguerite Audoux, Marguerite Audoux, elle était avec Octave Mirbeau, elle était avec Charles-Louis Philippe. Elle a réussi à sortir de sa condition. De sa condition, quand même, de paysanne solognote. Mais en tout cas, oui, c'est des destins de femmes dans la société à diverses époques. Dans une époque et celle de la Belle Époque. Absolument. Que n'est-elle restée ? Et donc, il y a ce regard masculin qui, du coup, en découvrant ces textes, ne peut pas ne pas se questionner, se revisiter lui-même par rapport à l'époque contemporaine et par rapport aux questions légitimes d'égalité qui sont soulignées, qui malheureusement, inégalités qui continuent de perdurer, quoi. Tout à fait. D'accord. Monsieur Gauthier Dupont, merci de votre visite. Et donc, longue vie à vos ouvrages et à vos collections d'éditions, de livres, et à cette ambition éditoriale qui vous anime, vous et Guillaume. Voilà. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt. Bonjour, bienvenue dans la Minute UFO du mois de mars 2026. Au menu aujourd'hui, Amicisia, 50 ans. Alors c'est quoi Amicisia ? C'est l'histoire d'un contact de masse en Italie, une histoire assez incroyable qui a duré plus de 20 ans, entre 1956 et 1978. Tout débute à Pescara, une cité, une ville qui est sur la côte adriatique en Italie, où un petit groupe d'humains entre en contact avec une délégation venue d'ailleurs. La plupart des connexions e-mail se faisaient au moyen de machines à écrire. Ces êtres extraterrestres, similaires aux humains, se présentent comme étant les Acriges, ou on pourrait dire aussi les W56, du nom de l'année où les contacts ont débuté, puisque les contacts ont duré de 1956 à 1978. Au fil des ans, le nombre d'amis s'agrandit, avec près de 200 témoins. Alors, leur comportement, l'amitié entre les êtres et en nous-mêmes sont un des concepts fondamentaux pour les W56. Il y a aussi question des CTR, les frères ennemis des W56, qui sont donc des êtres humanoïdes semblables aux humains. La seule différence, c'est qu'ils peuvent faire... ils sont de tailles très diverses, de 30 cm jusqu'à certains d'entre eux 3 mètres, donc de taille géante. Et donc, ils ont des frères ennemis, les CTR. Ces CTR, eh bien, là voilà, pour les géants, vous voyez par exemple... Et les CTR, ce sont donc leurs frères ennemis avec qui ils partagent. Donc ils vont guerroyer contre eux, mais ils partagent aussi leur base, avec qu'elle soit souterraine ou sous-marine. Il y a aussi de nombreuses pages qui sont consacrées à la fin. Là, c'est une photo vue d'une soucoupe, d'une navette, à la technologie des navettes. Et ces pages consacrées à la technologie des navettes font autant le lien avec les humites italiens qu'avec les maîtres de chez Adamski. Et donc c'est un ouvrage important, avec une préface à la fin, un long texte de Jean Librero qui a assuré la traduction de cet ouvrage. 50 ans d'Amicisia, c'est un ouvrage important. Venu d'Italie,
chez Flying Disc France, à rebours de bon nombre d'idées reçues. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission du Grand Tournant, l'émission Livres et Lecture de Nexus. Ce fut un réel bonheur de préparer pour vous cette édition. Merci à Cécile, à Romain et à Lazare en régie. Vous pouvez retrouver les références de l'ensemble des livres chroniqués dans le descriptif ci-dessous. La liberté commence où l'ignorance finit. Sur cette citation de Victor Hugo, je vous invite alors à vous d'aimer, de partager ou de commenter. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, bonne lecture.